L'histoire qui a bouleversé la communauté de New Britain et qui a laissé tant de personnes dans l'incompréhension. Et ce soir, le Beehive Bridge est illuminé en bleu en l'honneur de cette petite fille et elle est commémorée par tant de proches. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une jeune fille dont le corps a été découvert tout récemment. Mais en réalité, elle est morte depuis plus d'1 an maintenant et personne ne s'en est rendu compte. Ceci est l'histoire de Jacqueline Torres Garcia. Jacqueline Annette Torres Garcia est née le 29 janvier 2013 à New Britain, dans le Connecticut, de sa mère, Carla Garcia, et de son père, Victor Torres. Elle était affectueusement surnommée Mimi et elle avait 4 frères et sœurs plus jeunes. Jacqueline était une jeune fille brillante, joyeuse, pleine d'humour et passionnée de danse. On disait qu'elle était naturellement attentionnée et veillait toujours sur ses proches. Les services de protection de l'enfance sont intervenus dès la naissance de Jacqueline. C'est parce que sa mère de 16 ans, Carla, résidait alors dans un centre de détention et que son père purgeait une peine de prison. Ainsi, le nourrisson a été confié aux soins de sa grand-mère paternelle, Patricia Delgado. La tutelle légale de Jacqueline lui serait transférée peu de temps après. En août 2013, les services de protection de l'enfance ont clôturé le dossier et Jacqueline ainsi que sa petite sœur sont restés sous la garde de leur grand-mère pendant les 9 années suivantes. Pendant cette période, les 2 filles ont eu de la stabilité, de l'amour et une famille attentionnée. Mais en mai 2022, Jacqueline et sa sœur ont été rendues à leurs parents biologiques. À ce moment-là, Carla et Victor étaient séparés et se battaient chacun de leur côté pour récupérer la garde de leurs enfants. Après un examen de l'histoire de la famille et de leur situation actuelle, ainsi qu'un entretien avec Jacqueline et sa sœur, il a été déterminé que les 2 parents étaient capables de s'occuper d'elle et ils ont obtenu la garde partagée. Les enfants ont ensuite emménagé chez leur mère et Victor les voyait le week-end. La grand-mère de Jacqueline, Patricia, a dit qu'elle avait l'impression que la DCF lui avait arraché les filles. Elle a affirmé qu'il l'avait forcée à remettre les enfants et que, lorsqu'elle est allée au tribunal, on lui a dit qu'elle n'avait plus aucun droit de les voir. C'est quelque chose dont Carla a profité et elle a rapidement commencé à refuser à Patricia tout contact avec ses petites filles. Pourtant, selon la DCF, Patricia avait accepté ce changement de garde. Il n'a pas fallu longtemps avant que le père de Jacqueline, Victor, affirme que Carla ne respectait plus leur accord de garde et qu'elle ne le laissait plus voir ses filles. Il l'a donc poursuivie en justice en 2023, mais il ne semble pas que cela ait abouti à quoi que ce soit. Peu après, Victor a déménagé en Floride, acheté une maison, lancé une entreprise et commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. À cette époque, Carla fréquentait aussi quelqu'un d'autre. Il s'appelait Jonathan Nanita et le couple allait avoir 3 autres enfants ensemble. Puis, en septembre 2022, les services de protection de l'enfance ont ouvert une nouvelle enquête sur la famille. Cette fois, cela concernait l'un des frères ou sœurs plus jeunes de Jacqueline. Cependant, elle a rapidement été classée sans suite après que l'agence a déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les allégations de maltraitance et de négligence. Ils ont conclu que Jacqueline et ses frères et sœurs étaient alors en sécurité et visibles aux yeux de la communauté, car les aînés allaient à l'école. Ensuite, les services de protection de l'enfance ont constaté que Jacqueline avait eu 3 rendez-vous médicaux, le dernier en mai 2024 midday. Puis en juin, la famille a déménagé à Farmington, dans le Connecticut, et quelques jours plus tard, Carla a obtenu la garde exclusive de ses filles. Cela, même si la mère avait été arrêtée et condamnée en 2019 pour agression au 3e degré, pour laquelle elle avait reçu une peine avec sursis de 2 ans de probation. Cela faisait suite au fait que Carla avait frappé à plusieurs reprises son ex-petite amie au visage et l'avait attrapée par les cheveux. Mais ni les antécédents de la famille avec la DCF, ni le casier judiciaire de Carla n'ont été évoqués au tribunal lorsque la décision de lui rendre ses enfants a été prise. Et l'audience n'a duré que 10 minutes. À partir de ce moment-là,
Chaque fois que Victor ou l'un des membres de sa famille demandait des nouvelles de Jacqueline, Carla leur disait qu'elle dormait ou qu'elle était occupée. Cela a vite changé et la mère a commencé à dire aux gens que Jacqueline séjournait chez une amie et qu'elle fréquentait une autre école. À ce moment, les proches ont commencé à soupçonner un problème grave. Quand ils ont cherché à joindre Carla pour des réponses, elle a bloqué tous leurs numéros. Elle a également retiré son autre fille de l'école et a commencé à mentir aux gens en disant qu'elles avaient déménagé dans un autre état. En août 2024, le jour où Jacqueline était censée commencer la 6e, Carla a envoyé un email au district scolaire pour les informer qu'elles avaient déménagé et qu'elle avait désormais l'intention d'instruire ses enfants à domicile. En janvier 2025, les services de protection de l'enfance ont ouvert une nouvelle enquête sur la famille après avoir reçu des allégations concernant l'un des jeunes frères ou sœurs de Jacqueline. Cette fois, Carla leur a dit que Jacqueline était chez un membre de la famille dans un autre état et était instruite à domicile. Les services de protection de l'enfance ont ensuite reçu un appel vidéo d'une personne que Carla prétendait être Jacqueline, mais ce n'était pas elle, car elle était en réalité décédée depuis l'automne 2024. Cependant, les services de protection de l'enfance ne le savaient pas. Donc en mars 2025, ils ont clôturé le dossier sans autre préoccupation. Ce n'est que le 8 octobre que quelqu'un s'est rendu compte que Jacqueline était morte. C'est ce jour-là que la police de New Britain a reçu un appel téléphonique concernant une activité suspecte dans une maison abandonnée. La femme qui a appelé a dit qu'elle était avec l'ex-petite amie de Carla, Jonathan Nanita, soit le 29, soit le 30 septembre. Il lui a dit qu'il devait récupérer quelque chose, puis il a conduit jusqu'à une zone boisée près d'un cimetière où il a pris un bac. Il l'a mis dans son coffre, puis il s'est rendu dans un bâtiment abandonné situé au 80 rue Clark à New Britain. La femme a dit aux autorités que le sac sentait mauvais et plus tard, en y repensant, elle a réalisé qu'il contenait probablement un corps. La police a investi la maison abandonnée et a trouvé un bac en plastique contenant des restes humains. Ces restes ont ensuite été identifiés comme appartenant à Jacqueline Torres Garcia. Le médecin légiste a indiqué que la fillette était morte depuis environ 1 an. Il a indiqué qu'il n'y avait aucun signe de traumatisme récent ou de blessure sur son corps qui aurait pu contribuer à sa mort, bien que Jacqueline semblait être très mal nourrie. La cause officielle et la nature de sa mort n'ont pas encore été établies. Cependant, les autorités ont déclaré qu'elles pensent que Jacqueline a subi des mauvais traitements prolongés et de la malnutrition avant sa mort. Ce que la police nous a révélé, c'est qu'elle a été affamée et exploitée. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens en tant que membre de la famille? Dégoûtée. Dégoûtée, je me demande à quoi pensait cette petite fille dans ces derniers instants, à quel point elle devait avoir peur. Quand j'ai appris que Carla avait la garde de Mimi, j'ai été sous le choc et j'ai dit « Comment ?» Bien qu'ils soient partis en vacances en famille ensemble, la famille s'est éloignée ces dernières années. Et Yoxi dit que Carla ne laissait pas beaucoup de gens entrer dans la vie de Jacqueline Torres. Sally, je viens de trouver 2 photos dans mon téléphone. Elle n'était pas souvent avec notre famille. Entre son retrait des écoles de New Britain et le déménagement du père de Jacqueline hors de l'État, Yoxi explique que c'est ainsi que la disparition de la jeune fille serait passée inaperçue depuis sa mort, il y a environ 1 an. J'aurais certainement posé des questions, j'aurais passé des coups de fil, j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour comprendre ce qui se passait. La mère de Jacqueline, Carla Garcia, et son petit ami, Jonathan Nanita, ont ensuite été arrêtés et inculpés de meurtre en lien avec la mort de la petite fille. Ils ont également été inculpés de séquestration au 1er degré, de mise en danger d'un enfant, de altération de preuves matérielles, de complot en vue de commettre un meurtre avec circonstances aggravantes, de cruauté intentionnelle envers un enfant et de élimination illégale d'un cadavre. Chacun est maintenu en détention avec une caution fixée à 5 millions de dollars. De plus, la sœur de Carla, qui s'appelait également Jacqueline Garcia et qui vivait auparavant avec la famille, a été arrêtée. Elle a été inculpée de cruauté envers un enfant, de séquestration illégale au 1er degré et de mise en danger d'un enfant. Elle est maintenue en détention avec une caution fixée à 1 million de dollars. La tante Jacqueline avait vécu un temps avec la famille. Elle avait également passé du temps en prison récemment après avoir été reconnue coupable de mise en danger d'un enfant. En février 2022, la tante Jacqueline a emmené son bébé aux urgences avec une jambe cassée. L'enfant avait aussi d'autres blessures, notamment des hémorragies à l'œil droit, des ecchymoses à la mâchoire et au front,
une fracture en cours de guérison du fémur gauche, ainsi que des fractures en cours de guérison aux côtes. On estimait que ces blessures dataient de 7 à 11 semaines. Une fracture en cours de guérison à son bras droit datait de 2 à 4 semaines. Et le bébé avait aussi une fracture du crâne en cours de guérison. Mais la tante Jacqueline a affirmé que l'enfant était simplement tombé du lit. Et lorsqu'on lui a posé des questions sur les blessures en cours de guérison, elle a dit que son fils de 2 ans et le cousin du bébé jouaient parfois brutalement avec elle, mais qu'elle ne les avait jamais vus blesser le nourrisson. Cependant, dans des messages textes envoyés à une amie, la tante Jacqueline a affirmé qu'elle détestait en réalité le père de sa fille et que le nourrisson n'arrêtait pas de pleurer, alors il lui arrivait de la secouer, de l'étrangler et de la jeter pour qu'elle cesse. Lorsque la police a interrogé le père du bébé, il a affirmé que la tante Jacqueline venait souvent chez sa sœur et y buvait excessivement. Il a également admis que le bébé s'était blessé une fois lorsque lui et la tante Jacqueline se disputaient à propos du nourrisson. Il a également été inculpé plus tard pour mise en danger d'un enfant. La tante Jacqueline avait été condamnée à 10 ans de prison, mais cette peine a finalement été suspendue et à la place, elle n'a eu à purger que 18 mois. Au final, elle n'a purgé que 8 mois et demi. L'ex-petit ami de Carla, Jonathan Nanita, avait lui aussi un passé criminel. Il a été condamné à moins d'1 an de prison après avoir plaidé coupable en 2022 pour mise en danger imprudente et entrave à un agent. Apparemment, il conduisait la voiture avec Carla lorsqu'il a été arrêté. Il a ensuite pris la fuite à ce contrôle et a percuté un agent avec son véhicule. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs, Jonathan a d'abord nié savoir quoi que ce soit au sujet du bac en plastique qui contenait les restes de Jacqueline. Il a également déclaré que Carla l'avait mis à la porte en août et qu'il était maintenant sans abri. Finalement, Jonathan a fini par admettre qu'il s'était rendu à l'appartement de Carla avec une autre femme, qu'il avait placé le bac contenant les restes de Jacqueline dans son véhicule, puis qu'il s'était rendu au cimetière. Tout cela se faisait selon les instructions de Carla. Jonathan a affirmé qu'il n'avait pas trouvé de bon endroit au cimetière pour laisser le bac. Il l'a donc remis dans son véhicule et s'est rendu au 80, rue Clark. Là-bas, il l'a déposé dans le jardin, mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Lorsqu'on lui a demandé s'il savait que Jacqueline était dans le bac, il a hoché la tête pour dire oui. Jonathan a dit aux autorités qu'il venait tout juste d'être libéré de prison et qu'il allait et venait de l'appartement de Carla et de sa sœur à Farmington. Dans l'appartement, Jonathan a vu du sang sur les murs allant à l'escalier. Il a demandé aux femmes ce qui s'était passé, mais elles ont dit ne pas savoir. Il a aussi remarqué que tout le monde était là, sauf Jacqueline, ce qui l'a fait paniquer et quitter l'appartement. Cependant, il est revenu le lendemain et à son retour, le sang avait été nettoyé. Selon Jonathan, il n'avait pas vu Jacqueline depuis 1 à 2 ans, bien que cela changerait plus tard, et il dirait qu'il l'avait vue soit en janvier, soit en mars 2025 et il a insisté que, jusqu'à ce qu'il déplace ce bac, il ignorait ce qui lui était arrivé. Après analyse d'un jean de Jonathan avec une tache rouge sur les cuisses, la police a confirmé la présence de sang. Les enquêteurs ont également trouvé de petits granulés blancs d'une substance poudreuse sur le plancher de son véhicule. Cette même poudre blanche a également été retrouvée à l'intérieur du bac contenant les restes de Jacqueline. Lorsque la mère de Jacqueline, Carla, a été interrogée pour la première fois par les enquêteurs, elle leur a dit que sa fille allait bien et qu'elle rendait simplement visite à une amie. Elle a précisé que ses enfants étaient avec un proche dans une autre maison à New Britain. Quand la police lui a dit qu'ils étaient déjà venus à cette adresse et que seule Jacqueline manquait parmi les enfants, elle a feint la surprise. Ils lui ont ensuite demandé quelle était sa relation avec Jonathan et elle a répondu qu'ils s'étaient séparés 8 mois plus tôt parce qu'il était très autoritaire et violent. Mais elle avait toujours eu beaucoup trop peur de lui pour jamais le signaler à la police. Ensuite, elle a dit que Jonathan était en fait venu chez elle le 8 octobre. Il demandait de l'argent, semblait nerveux et avait pris l'un des iPads de ses enfants. Lorsque Carla a été confrontée à ce que Jonathan leur avait dit au sujet du bac contenant les restes de Jacqueline, elle a d'abord nié savoir quoi que ce soit, mais a ensuite déclaré que cela devait être Jonathan qui l'avait fait. Carla a affirmé qu'elle n'avait jamais signalé ses soupçons concernant son ex-petite amie par peur de représailles. Ensuite, elle a raconté aux enquêteurs une histoire à propos d'une dispute qui avait eu lieu entre elle et sa fille de 11 ans, Jacqueline, en octobre précédent. Cependant, cette histoire a été contestée par le médecin légiste
qui n'a trouvé aucun signe de blessure ou de traumatisme sur le corps de la jeune fille. Selon Carla, Jacqueline s'était fâchée lorsqu'elle avait appris que sa mère attendait encore un autre enfant. Elle l'aurait poussée dans les escaliers de leur maison, les faisant tomber toutes les deux. Cela a rendu Jonathan très en colère contre Jacqueline, alors il lui a donné des coups de pied sur la tête à 2 reprises, puis il l'a traînée vers la cave où il l'a jetée dans les escaliers. Carla a dit que sa fille pleurait et saignait, mais elle n'est pas intervenue pour l'aider. Au cours de la nuit, Jacqueline est décédée et c'est Jonathan qui l'a trouvée qui ne respirait plus. Il a ensuite déplacé son corps à la cave. Carla a insisté sur le fait qu'elle n'était jamais descendue là-bas et n'avait pas vu le corps de sa fille, mais lorsque l'odeur est devenue insupportable, ils ont commencé à loger chez des membres de la famille et des amis, ainsi qu'à séjourner dans des hôtels. À l'été 2025, ils avaient déménagé dans une nouvelle maison dans la rue Tremont à New Britain. Jonathan avait transporté le corps de Jacqueline à l'arrière de sa voiture. Carla a insisté sur le fait qu'elle n'y était pour rien. Entre septembre 2024 et le moment où les restes de Jacqueline ont été retrouvés, la police avait été appelée à de nombreuses reprises au domicile de la famille en raison du bruit excessif causé par les disputes entre Carla et Jonathan. En septembre 2024, une voisine a appelé la police après avoir entendu Carla menacer de briser le cou de quelqu'un. Quelques mois plus tard, la même voisine a de nouveau contacté les autorités, disant qu'elle avait entendu quelqu'un crier et quelque chose de lourd tomber. Elle a ensuite entendu Carla crier quelque chose comme « Arrête » ou « Ne fais pas ça ». Mais jamais, lors d'aucune de ces visites, Carla n'a dit aux autorités qu'elle se sentait en danger ou que sa fille était morte. Tout va bien? Oui. Nous avons reçu un appel signalant beaucoup de bruit chez vous. Ils appellent tout le temps. D'accord. Mais tout va bien. Tout le monde va bien? Oui. Il y a quelqu'un d'autre avec toi? Juste les bébés et mon petit ami. D'accord. Ton petit ami est ici? Oui. Je peux lui parler? On veut juste s'assurer que tout va bien. You ok? Ça va? Oui, je suis juste enceinte. Je bouge juste, tu sais. Voilà. Oh, il va bien, oh d'accord. Tu pourrais devoir venir chez moi ou chez Monique. On vient juste de recevoir un appel. Oui, ma femme est enceinte, donc elle est dans l'ambulance. Je serai juste à un coin de rue en ce moment. Ça arrive. Je m'en vais d'ici. Je suis assez difficile. D'accord. Je ne sais pas si vous avez été rapide. J'écris juste vos noms, mais il faut entendre. Bébé, tout va bien. Quel âge as-tu? 3. 3, d'accord. Encore une. Voilà. 3, 2, 3. Je sais, d'accord. D'accord. Je vois pas. Comment tu t'appelles? Carl. OK. K.A. Et Carla, quel est ton nom de famille? Garcia. Joyeux anniversaire, Carla. 6196. Quelle est ma réponse? Jonathan. Oh, John Swin. Jonathan. Le nom de famille de Jonathan. Manita. N-A-N. Attends. Joyeux anniversaire. Non, en fait, pas 1995. Presque un an. Ceux-ci sont bons, ouais. Tu mets un appartement pour marcher. Oui, on a des entreprises. Ils se plaignent depuis notre emménagement ici. Ce n'est pas le premier film féminin. En fait, on déménage? Ah, vraiment? Oui, à cause de ça. Oui, malheureusement, avec les appartements, on ne peut pas vraiment choisir ses voisins, tu vois? Chacun agit différemment et parfois ça s'entrechoque. Je viens juste d'arriver, d'accord? D'accord. Je vais juste garder ça un instant. Vous avez d'autres soucis de voisinage ou c'est juste le bruit des motos? Eh bien, Carla. Oui, je sais. Quelques instants. Ouais. Nom de famille. Nanita. Est-ce que c'est votre seule fille? Je suis en route. J'ai un scientifique. Scientifique. Oui, il en tient une. Oh, il a ralenti. Je vais vous occuper.
Oh, oui. Vous avez un endroit où vous allez? Oui. Ouais, c'est ça. Où est-ce que vous allez? On va aller chez Lebrun. Ouais. Jay, c'est mieux. Eh bien, on vient de Lebrun. C'est mieux là-bas parce qu'on n'a aucune plainte du tout. Oui, c'est un quartier un peu différent. Les gens sont un peu moins enclins à vouloir appeler pour du bruit ou des choses comme ça. D'accord, on s'en va. Lorsqu'une photo de Jacqueline a été montrée à Carla, sur laquelle elle était clairement dénutrie et allongée par terre, attachée avec des colliers de serrage, la mère a d'abord affirmé ne pas être impliquée dans la contention de Jacqueline. Mais ensuite, elle a admis avoir coupé à 2 reprises les colliers de serrage qui l'entravaient. Cela a rapidement changé lorsque Carla a admis qu'elle avait en fait elle-même mis les liens à sa fille, mais seulement après que Jonathan le lui ait demandé. Finalement, la mère a admis qu'elle et Jonathan maltraitaient sa fille ensemble lorsqu'elle se comportait mal. D'habitude, c'était parce qu'elle faisait des choses qu'elle n'était pas censée faire, comme frapper d'autres enfants, monter dans des voitures et avoir 5 petits amis. Carla a finalement avoué à la police qu'elle et son petit ami avaient arrêté de nourrir Jacqueline 2 semaines avant sa mort. Carla a également déclaré que c'était en fait sa sœur, Jacqueline Garcia, qui lui avait envoyé la photo de Jacqueline allongée par terre, attachée avec des liens en plastique. Et tante Jacqueline a ensuite admis avoir pris la photo à un moment donné durant l'été 2024 aussi. Tante Jacqueline a dit aux enquêteurs que lorsque sa nièce se comportait mal, elle était battue. Privée de nourriture et d'eau, elle était souvent laissée attachée avec des liens en plastique dans un coin de la pièce. Tante Jacqueline a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais participé à la maltraitance de sa nièce, et parfois, elle essayait même de lui apporter de l'eau. Mais c'est elle qui avait pris la photo, et Carla a affirmé que sa sœur maltraitait aussi Jacqueline, allant même jusqu'à couper les longs cheveux de la jeune fille une fois. Selon l'une des amies de tante Jacqueline, elle lui avait confié que Carla fouettait sa fille avec n'importe quoi. Des téléphones, des ceintures, des balais, tout ce qui lui tombait sous la main. Elle a déclaré que Carla détestait sa fille et ne la voulait pas parce qu'elle n'aimait pas son père, Victor. Carla était également, selon les témoignages, jalouse de l'apparence de Jacqueline et du fait que Victor aimait sa fille et non elle. Tante Jacqueline a dit aux enquêteurs que Carla l'avait informé que sa nièce était décédée le 19 septembre 2024. Elle a aussi indiqué que la fillette de 11 ans avait déjà tenté de fuir la maison 2 fois, mais qu'un membre de la famille l'avait toujours rattrapée. Sa punition était d'être battue et attachée avec des liens en plastique. La tante Jacqueline avait quitté la maison à la mi-août 2024, puis elle était revenue y vivre en août suivant. Au moment où elle avait quitté la résidence, elle affirmait que sa nièce était extrêmement maigre et qu'elle savait qu'elle allait mourir. Pourtant, elle n'avait rien fait pour l'aider. Même après la mort de Jacqueline, sa mère, Carla, a continué à percevoir des bons alimentaires en son nom et a touché une pension alimentaire également. Elle envoyait aussi à Victor, le père de la fille, des photos d'articles qu'elle prétendait que Jacqueline voulait, mais gardait l'argent pour elle. Une ancienne voisine de Carla, nommée Kimberly White, a déclaré qu'elle était amie avec Carla et qu'elle s'envoyait souvent des messages. Apparemment, Carla avait prévu de participer au podcast de Kimberly avant son arrestation le 12 octobre Zoka. Carla a dit à Kimberly qu'elle avait laissé tomber sa fille et qu'elle voulait maintenant parler de la situation. Kimberly White raconte avoir rencontré Garcia cette année lorsque leurs enfants ont commencé à jouer ensemble. De très bonnes amies, comme les 2 doigts de la main. White dit que ses conversations avec Garcia étaient brèves et amicales, généralement à propos des enfants. Lorsque des restes humains d'une fille ont été découverts sur Clark Street, White a entendu dire que Garcia pourrait être impliqué. Elle me doit des explications car je n'ai jamais rencontré cette petite fille. Les deux discutaient de faire un épisode pour le podcast de White. Un mandat de perquisition de la police de Farmington indique que Garcia a déclaré à un détective qu'elle allait participer à un podcast avant son arrestation le 12 octobre et qu'elle avait pris des notes sur son téléphone pour s'y référer lors du podcast. Avant l'enregistrement, Garcia a envoyé un SMS à White, dont NBC Connecticut a obtenu une copie. Nous avons ensuite vérifié le numéro de Garcia auprès d'un membre de sa famille. Le message disait notamment « Je présente mes excuses à ma fille de l'avoir déçue comme mère et d'avoir eu peur d'en parler à quelqu'un. » Une autre partie disait, je cite, « Il n'y a rien au monde qui me fera jamais accepter le fait qu'elle n'est plus là. Mon cœur est brisé pour ses frères et sœurs, son père, sa famille. Je suis désolée. »
White dit qu'elle et une amie sont montées à l'étage pour enregistrer l'épisode. Garcia a finalement renoncé à participer au podcast, mais White dit qu'elle voulait toujours des réponses. On a simplement commencé à jouer au bon flic, au mauvais flic, tu sais, en lui posant des questions. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que la petite fille était morte depuis septembre 2024. Alors, ma meilleure amie a dit, eh bien, personne ne s'est jamais demandé où était la petite fille quand il venait. Donc, elle a essentiellement dit qu'elle avait quelqu'un qui faisait semblant d'être sa fille. Ma meilleure amie et moi, on s'est regardés comme pour dire « Non, il y a un problème ». Garcia a été arrêtée le soir du 12 octobre, accusée du meurtre de sa propre fille. Avec le recul, White dit qu'elle n'aurait pas dû laisser Garcia garder son fils. Je regrette seulement de ne pas avoir mieux jugé les gens, car je ne pouvais qu'espérer pour mon fils. Il était là-bas, tout pouvait arriver à mon bébé. Elle ne paraissait pas monstrueuse. Elle semblait être une jeune femme pleine de vie. Les grands-parents paternels de Jacqueline, Patricia et Félix Delgado ont dit s'être longtemps battus pour la garde de leur petite fille et vouloir désormais honorer sa mémoire avec amour, pas avec douleur. Son grand-père, Félix Osario, a dit « Elle était mon amour, elle était tout pour moi. Elle était toujours heureuse, vraiment heureuse. Elle aimait jouer. » Félix a dit qu'il n'avait pas vu sa petite fille en personne depuis 2 ans et que sa mère trouvait toujours des excuses auprès de son fils, le père de Jacqueline, pour expliquer pourquoi sa petite fille ne pouvait pas lui parler en FaceTime. Des pétitions en ligne ont été lancées pour réclamer la loi Mimi qui exigerait des contrôles annuels obligatoires en personne sur le bien-être des enfants scolarisés à la maison. Elle demande également que les travailleurs du DCF commencent à porter des caméras corporelles et qu'ils interdisent aux personnes reconnues coupables de maltraitance de vivre avec des mineurs. Après la découverte du corps de Jacqueline, des personnes ont déposé fleurs, bougies et peluches devant la maison abandonnée où son corps a été retrouvé. Il y a également maintenant une pétition pour démolir la maison et construire un parc commémoratif en l'honneur de Jacqueline, où, je cite, « Le souvenir de Mimi pourra vivre à jamais ». Le 25 octobre 2025, les proches te sont venus dire au revoir à la fillette de 11 ans. Un corbillard tiré par des chevaux a été vu transportant le cercueil de Jacqueline Mimi Torres Garcia. Le cortège a commencé à la maison funéraire Eric Hansen à New Britain et s'est poursuivi jusqu'à une église près de la rue Stanley. Merci à tous les soutiens d'A Wicked World. Il y a encore plus d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@crimelegmail.com.